Le système des retraites français est sous tension. Les naissances diminuent alors que la longévité augmente et l'État doit s'endetter chaque année pour maintenir l'équilibre. Alors forcément, une question se pose, que faut-il faire pour se préparer au mieux face à cette situation? À quel âge devrait-on commencer à s'intéresser à cette histoire de retraite et quels sont les investissements à privilégier? Dans cette vidéo, on va voir tout ce que vous pouvez faire pour préparer votre retraite au mieux et ne plus dépendre exclusivement du système des retraites. Et vous allez voir que ça commence dès la vingtaine. Alors comme toujours, je précise que je ne donne pas de conseils professionnels sur cette chaîne, mais que je partage simplement mes connaissances et mon expérience personnelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et à partager ce que vous avez mis en place de votre côté. Je pense que c'est toujours très intéressant et inspirant pour d'autres personnes. Alors je suis actuellement dans ma vingtaine et pour être honnête, il y a quelques années, j'étais très loin de penser à ma retraite, alors que pourtant c'est probablement le meilleur moment pour commencer à s'y préparer. La priorité, je pense, à cet âge-là, c'est de chercher à augmenter sa capacité d'investissement, c'est-à-dire le montant qu'on peut épargner ou investir chaque mois. Et cette capacité ne dépend que d'une seule chose, nos revenus. La réalité, c'est qu'on ne pourra jamais investir plus que ce qu'on gagne. Dans la vingtaine, on va pas se mentir, ce qui est bien, c'est qu'on est jeune, qu'on a de l'énergie, qu'on a souvent peu de contraintes. On prépare en quelque sorte notre carrière, même si en réalité, j'aime pas trop ce mot-là. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une phase de notre vie où potentiellement on prend des décisions qui conditionneront notre confort de vie pour plus tard. Et notamment à la retraite. Alors même si, très sincèrement, je pense qu'avec de la volonté, tout est toujours réversible, je pense aussi qu'il faut pas négliger l'importance de nos choix à ce moment-là de notre vie. L'importance de nos études, de notre premier emploi et notamment de notre premier salaire. En fait, c'est surtout l'un des meilleurs moments pour avoir de l'ambition, prendre confiance en soi, développer des compétences et du coup prendre en valeur sur le marché du travail. Le deuxième point essentiel, je pense, c'est la maîtrise de l'univers financier. Alors on n'a pas besoin de devenir un expert en finance, on s'entend, mais juste peut-être de comprendre le jargon financier, comment fonctionnent les marchés boursiers, le système des impôts, les intérêts composés, les principaux actifs financiers, etc. À mon avis, même si on ne se lance pas dans quelque chose tout de suite, c'est quand même important d'avoir les bases pour ensuite pouvoir prendre de bonnes décisions. Et pour ça, pas besoin de dépenser des milliers d'euros dans des formations payantes. Il y a déjà énormément de ressources qui sont disponibles gratuitement ou presque. Vous avez plein de vidéos sur YouTube déjà pour commencer, mais aussi des forums ou des sites internet qui peuvent vraiment aider. Et vous avez aussi plein de livres qui sont super intéressants et accessibles à des prix raisonnables. Donc je vous invite vraiment à explorer tout ça avant de chercher forcément à dépenser beaucoup d'argent. D'ailleurs, si vous me découvrez et que vous aimez mon travail, pensez à vous abonner. Ici, on parle d'investissement, de budget, d'immobilier, mais aussi d'entrepreneuriat de manière générale. J'essaye vraiment d'explorer les finances personnelles en ayant le plus de transparence possible, notamment sur les chiffres. Je vous partage directement mon expérience personnelle, mes galères, mon vécu, donc merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent mon travail tous les jours. La vingtaine, c'est aussi, je pense, le meilleur moment pour apprendre à tenir un budget mensuel. Alors c'est quelque chose qui paraît très simple, mais qui demande quand même une certaine rigueur. L'idée derrière ça, c'est de se rendre compte des chiffres, de nos revenus, de nos dépenses, de ce qu'on est capable d'épargner ou d'investir chaque mois. Donc pour ça, j'ai créé un tableur Excel qui est vraiment très simple et que je vous mettrai en libre téléchargement dans la description si jamais ça vous intéresse. À cet âge-là, on est bien d'accord qu'en général, on ne gagne pas énormément d'argent, mais c'est pas vraiment le montant qui compte, c'est plus de mettre en place des habitudes. Et même avec 10 ou 20 euros par mois, on peut déjà commencer à mettre des choses en place. Par exemple, je le dis très souvent, mais la première chose à faire et que vous pouvez déjà faire dans votre vingtaine, c'est de vous constituer une épargne de précaution qui soit suffisamment solide. Donc c'est ce qu'on appelle un panier de sécurité, c'est une enveloppe qui nous servira jusqu'à notre retraite théoriquement. Cette épargne de précaution, on dit souvent qu'elle devrait correspondre à 3 à 6 mois de dépenses. Donc là après c'est à vous de l'adapter en fonction de votre mode de vie. Et juste une petite remarque par rapport à cette épargne, on pense souvent au livret A ou LDDS pour se la constituer, mais je vous invite quand même à vous renseigner sur les autres livrets réglementés, comme par exemple le livret d'épargne populaire qui est accessible sous certaines conditions de revenus, ou le livret jeune qui est accessible si vous avez moins de 25 ans. Donc ce sont des livrets qui sont plus intéressants en termes d'intérêt, donc si vous y êtes éligible, je vous invite à vous renseigner. Et enfin, durant notre vingtaine, on peut aussi tout à fait commencer à s'intéresser aux investissements. Donc vous l'avez compris, je différencie vraiment ce qui va être de l'épargne de ce qui va être de l'investissement. Quand on est dans un objectif de préparation de la retraite, de toute façon, le principal moteur de nos investissements, c'est vraiment le temps. Ce qui compte ici, c'est pas vraiment d'investir beaucoup, mais c'est surtout d'investir tôt et de prendre date sur certaines enveloppes fiscales si elles vous intéressent, comme par exemple le plan d'épargne en action ou l'assurance vie, qui présentent tous les deux des avantages fiscaux intéressants après respectivement 5 et 8 ans de détention. Vous avez aussi le plan d'épargne entreprise qui peut être intéressant en fonction de votre situation et notamment si votre entreprise propose un abondement. Et le petit dernier qui est vraiment dans le thème de la vidéo, c'est le plan d'épargne retraite, mais celui-là, je vous en reparlerai un peu plus en détail dans les tranches d'âge suivantes. Pour résumer, dans la vingtaine, je pense que l'essentiel, c'est vraiment de comprendre un minimum ce qu'on fait et l'univers des finances personnelles, prendre le temps d'étudier les différents investissements
possible, donc les enveloppes fiscales, les différents supports, actions, ETF, obligations, etc. Et dites-vous aussi que tout ce que vous commencerez à mettre en place maintenant sera constitutif de votre retraite pour demain, et c'est ça l'essentiel, c'est se constituer un capital pour notre retraite, indépendamment de ce qu'on pourrait toucher avec le système des retraites, mais on y reviendra. Et l'idée, c'est éventuellement de pouvoir partir plus tôt, ou en tout cas de vivre plus confortablement au moment de la retraite. On passe maintenant à la trentaine. Si vous êtes dans votre trentaine et que vous n'avez encore rien mis en place, alors pas de panique. La première chose à comprendre, c'est que vous n'êtes pas en retard. Franchement, je pense qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir à ce niveau-là, parce que vous êtes encore sur un horizon d'investissement qui est très long. L'objectif ici, c'est donc déjà de reprendre les bases de la vingtaine, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, maîtriser ses finances personnelles, budgétiser, commencer doucement à épargner ou à investir. Mais ce qui change quand même, c'est que là, il est temps de commencer à développer une vraie stratégie. Parce qu'avec nos revenus qui augmentent, on est tous d'accord pour dire que c'est tentant d'augmenter aussi son niveau de vie. Mais s'il vous plaît, gardez en tête cette histoire de capacité d'investissement, parce que la trentaine, ça peut aussi être un excellent moment pour vivre en dessous de ses moyens et pouvoir investir davantage. Vous pouvez par exemple vous intéresser aux investissements immobiliers, donc que ce soit pour votre résidence principale ou pour de l'investissement locatif, parce qu'à cet âge-là, on peut tout à fait se permettre de prendre des crédits sur 20 ou 25 ans. En général, on a un profil qui est favorable aux yeux de la banque et donc autant utiliser l'effet de levier bancaire. Donc je vous invite à y réfléchir si ça fait partie de vos projets, on est bien d'accord. Ce qui devient aussi potentiellement très intéressant durant la trentaine, c'est le plan d'épargne retraite. Alors c'est une enveloppe littéralement pensée pour la retraite, il n'y a pas de secret, notamment parce que le capital reste bloqué jusqu'à ce moment-là, sauf cas exceptionnel. Mais en contrepartie, le PER offre un avantage fiscal qui est très intéressant. Les versements annuels sont déductibles de nos revenus imposables. Autrement dit, avec un PER, on peut réduire nos impôts à un moment où potentiellement on en paierait beaucoup. Donc cet avantage est d'autant plus intéressant si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition élevée, supérieure à 30%. Alors cette déduction est quand même plafonnée parce que sinon ce serait trop beau. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais ouvert de PER, vous avez un stock de plafond qui s'est accumulé des années précédentes. Et ça, vous pouvez directement le lire sur votre avis d'imposition. Donc voilà, ça peut vraiment représenter un levier intéressant. Gardez quand même en tête qu'avec le PER, c'est la sortie qui sera fiscalisée et que l'avantage repose plutôt sur un décalage de l'imposition. En fait, dans la grande majorité des cas, notre TMI sera plus faible au moment du retrait, tout simplement parce qu'on sera à la retraite et que donc nos revenus seront plus faibles. Et donc c'est tout l'intérêt de l'enveloppe. Alors j'ai choisi d'en parler dans cette tranche d'âge-là parce que, je vous le disais, c'est là où nos revenus en général commencent à augmenter, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour en ouvrir un, puisque ce qui compte c'est vraiment vos revenus. Par exemple, personnellement, j'ai ouvert le mien à 24 ans quand j'étais encore salarié et aujourd'hui, je l'utilise encore et je l'alimente tous les mois. Et si le PER vous intéresse, laissez-moi vous présenter Lynxea, chez qui j'ai moi-même ouvert mon PER et qui est aussi le partenaire de cette vidéo. Alors pour tout vous dire, je suis très satisfaite de leur service depuis le début, donc je suis super contente qu'ils aient accepté cette collaboration. Pour vous les présenter rapidement, Lynxea est un courtier qui existe en ligne depuis 25 ans et qui est réglementé par l'ACPR et l'AMF. Alors il travaille en partenariat avec des assureurs tels que Spirica, Suravenir ou Generali, que vous connaissez probablement, et il propose des contrats d'assurance vie et de plans d'épargne retraite. Si j'ai choisi Lynxea pour mon PER, c'est en grande partie par rapport aux frais qui sont extrêmement réduits. 0% de frais d'entrée, de versement et d'arbitrage en ligne, mais aussi des frais de gestion qui sont très faibles, parmi les plus faibles du marché, donc très clairement pour moi c'est ça qui fait la différence, surtout dans le cadre du PER qui a un horizon d'investissement qui est très long, et donc l'impact des frais est d'autant plus important. Il est possible de gérer notre placement nous-mêmes et de souscrire 100% en ligne, mais sachez qu'ils proposent aussi de la gestion pilotée pour ceux qui ne souhaitent pas s'en occuper. Ils ont d'ailleurs aussi des conseillers disponibles gratuitement pour répondre à vos questions. Ils proposent 3 contrats de PER dont le Lynxea Spirit avec plus de 700 supports d'investissement disponibles qui est personnellement celui que j'ai choisi. Il est accessible dès 500 € et plutôt adapté au profil dynamique, mais sinon vous avez aussi le Suravenir PER qui est bien adapté pour privilégier la sécurité avec des fonds euros et celui-ci est accessible dès 1000 €. Alors à titre d'information, leur fonds euro a connu une performance de 3% net de frais annuels de gestion en 2025. Et si par exemple vous êtes actuellement chez un autre gestionnaire mais que vous souhaitez basculer chez Lynxea, vous pouvez très facilement faire transférer votre contrat. Tout se fait en ligne et la procédure est assez rapide. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et le transfert a duré quelques semaines. Donc si Lynxea vous intéresse, sachez qu'il propose actuellement une offre de bienvenue pour le PER Suravenir avec 200 € offerts sous condition, donc ça peut vraiment valoir le coup. Toutes les infos sont dans la description et je vous mettrai un lien pour en savoir plus. Alors si vous passez par le lien ou par le QR code à l'écran pour souscrire, sachez que ça ne vous coûtera rien et ça me permettra de toucher une petite commission. C'est une manière de soutenir
soutenir mon travail, donc merci beaucoup à ceux qui le feront et je remercie Lynxea d'avoir sponsorisé cette vidéo. Toujours dans la trentaine, je pense que c'est le bon moment pour faire le point sur notre situation vis-à-vis du système des retraites. Alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais vous pouvez par exemple consulter votre relevé de carrière sur le site de l'assurance retraite et notamment vérifier que toutes vos périodes d'activité ont été correctement prises en compte. On n'y pense pas forcément, mais c'est très important de le faire. En fait, nos périodes d'activité déterminent nos droits acquis et nous serviront à calculer notre âge de départ et le montant de notre retraite. Donc s'il y a des erreurs, vous avez compris qu'il vaut mieux les corriger le plus rapidement possible. Et là, je suis quand même obligée de faire un petit aparté sur le système des retraites français, qui est largement critiqué et à raison, je pense. C'est un système qui repose sur la répartition dans lequel les actifs d'aujourd'hui financent les retraités d'aujourd'hui. Donc contrairement à ce qui peut se faire dans d'autres pays, on ne cotise pas pour notre retraite à nous, mais pour celle de nos parents ou de nos grands-parents. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'équilibre s'est dégradé. Selon le rapport 2025 du Conseil d'orientation des retraites, en 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité, alors qu'en 2023, il n'y en avait plus que 1,8. Et le truc, c'est que même dans les meilleurs scénarios, il est difficile d'imaginer que la situation va s'améliorer dans les années à venir. Alors c'est un sujet qui mériterait clairement une vidéo à part entière, mais j'ai juste envie que vous compreniez l'importance de s'intéresser à des modèles alternatifs ou en tout cas complémentaires de cette retraite-là. Pour conclure sur la trentaine, je dirais que c'est vraiment le moment d'établir une stratégie claire, de se fixer des objectifs et de déterminer son profil de risque. En fait, ce qui change vraiment par rapport à la vingtaine, c'est le passage à l'action et la régularité. Maintenant, ça y est, on arrive dans la quarantaine. Alors normalement, à ce stade de votre vie, vous avez peut-être déjà quelques connaissances financières. Pour certains, vos placements sont déjà lancés avec une certaine régularité et vous vous demandez concrètement ce que vous pourriez faire de plus pour optimiser ce que vous avez déjà construit. Donc là, dans un premier temps, je pense que c'est vraiment important d'aller estimer vos droits à la retraite. Et pour ça, vous avez carrément un outil à disposition toujours sur le site de l'assurance retraite, donc un simulateur qui vous permet d'avoir une première projection. Et à partir de vos 45 ans, vous pourrez même demander un entretien d'information à la retraite auprès de l'une des caisses pour lesquelles vous avez cotisé durant votre carrière. Donc c'est un échange gratuit, je pense que ça vaut toujours le coup de le faire, ça permet de faire le point sur notre situation, mais aussi et surtout d'identifier des leviers d'optimisation comme par exemple le rachat de trimestre, mais aussi la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite. Donc ça c'était pour la partie retraite classique, mais maintenant côté investissement, là encore ne vous dites pas que c'est trop tard si vous n'avez encore rien mis en place. À 40 ou 45 ans, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il vous reste potentiellement encore 2 décennies devant vous, donc si vous voulez, c'est largement suffisant pour construire ou renforcer un capital. Donc toutes les enveloppes fiscales dont j'ai parlé avant restent pertinentes, le PEA, le PER, l'assurance vie, mais aussi le compte titre ordinaire, les actifs physiques, l'immobilier, etc. Et souvent à ce stade, vous avez des revenus qui sont plus importants qu'avant, donc potentiellement une capacité d'investissement qui est plus élevée et un potentiel d'accélération plus important. Et durant la fin de la quarantaine, je pense que ça peut aussi être pertinent de réajuster ses objectifs d'investissement, mais aussi son profil de risque. En investissement boursier, par exemple, le risque dont on parle, c'est celui de la volatilité liée à l'incertitude des marchés. Et plus on prend de l'âge, moins on a de temps devant nous pour rattraper une potentielle baisse des marchés. Donc c'est logique qu'on veuille rechercher un peu plus de sécurité. Alors là, il y a une règle dont j'avais envie de vous parler qui est souvent évoquée à ce sujet-là, et c'est la règle du 100 moins son âge, qui consiste à adapter la part d'actions de notre portefeuille en fonction de notre âge. Selon cette règle, la proportion d'actions dans notre portefeuille devrait être égale à notre âge moins 100, le reste étant investi sur des actifs plus stables, comme par exemple les obligations. Par exemple, si vous avez 50 ans aujourd'hui, alors 100 moins 50 égale 50% d'actions et donc 50% d'obligations. On est d'accord que ça reste une base de réflexion et que vous pouvez aussi tout à fait adapter cette règle en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre. Vous pouvez par exemple passer à 110 ou à 120 si vous voulez augmenter votre exposition ou inversement. Donc voilà, à voir si ça s'applique à votre situation. Tout ça pour dire que je pense que la quarantaine, c'est une bonne phase pour optimiser ses placements. On passe maintenant à la cinquantaine, on se rapproche doucement de la retraite et c'est là où en moyenne on gagne le mieux notre vie, et ça c'est pas moi qui le dis. L'INSEE a publié une étude en 2022 qui montre que le revenu augmente avec l'âge et atteint un pic culminant à 54 ans, puis stagne ou baisse légèrement, même si on est bien d'accord que ça dépend de vos diplômes et de votre situation. Mais cette évolution est assez logique finalement parce qu'on acquiert plus d'expérience et donc on obtient des postes avec de plus hautes responsabilités. Mais attention, parce que c'est aussi une période où en moyenne nos dépenses sont les plus élevées. Vous avez peut-être à ce moment-là des enfants encore à charge, des crédits immobiliers en cours, un confort de vie qui s'est nettement amélioré, parce qu'on va pas se mentir, comme on gagne mieux notre vie, on a aussi envie d'améliorer notre niveau de vie. Résultat, même avec de meilleurs revenus, ça veut pas forcément dire que notre capacité d'investissement est meilleure. Alors attention, vous avez bien compris que je parle de statistiques, de moyennes, de généralité, mais je suis bien consciente que chaque situation est différente et que peut-être vous êtes dans un cas qui est différent. Je sais très bien que la vie est bien plus nuancée que ce que peuvent nous dire les stats. Chacun fait ce qu'il peut et chacun fait au mieux. Côté fiscalité, en tout cas, je pense que c'est la tranche d'âge
âge où potentiellement le PER devient le plus intéressant. Parce que qui dit haut revenu dit aussi tranche marginale d'imposition élevée et donc déduction fiscale particulièrement intéressante, et donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Durant cette tranche d'âge, ça peut aussi être le bon moment pour s'intéresser à tout ce qui va être transmission et donation. Par exemple, la donation de notre vivant est souvent très avantageuse, donc je vous invite pourquoi pas à consulter un notaire. C'est aussi le moment, si vous le souhaitez, de revoir les bénéficiaires sur vos différents contrats et notamment sur vos assurances vie, de faire le point sur votre testament et votre contrat de mariage, mais aussi pourquoi pas de souscrire à une prévoyance. Alors ce genre de choses c'est vraiment très personnel, on s'éloigne un petit peu de la retraite pure, mais par contre je pense que c'est intéressant en termes de sécurisation du patrimoine. Et sinon à partir de 55 ans, c'est bien de savoir qu'en plus de notre relevé de carrière, on dispose aussi d'une estimation de notre pension de retraite. Ça vous permettra de vous rendre compte du montant auquel vous aurez droit et donc d'identifier l'écart à combler grâce à vos placements. Alors justement, la cinquantaine, ça peut aussi être le moment de s'intéresser à des investissements qui sont un peu plus complexes si vous le souhaitez, et notamment si vos bases sont déjà bien solides, vous pouvez aussi à ce moment-là avoir envie d'explorer d'autres placements comme par exemple des SCPI ou du private equity. Alors là j'insiste quand même sur le fait que l'idée n'est pas forcément de démultiplier les placements, surtout si les montants en jeu sont très importants. Je vous invite vraiment à faire vos recherches et pourquoi pas à consulter un professionnel si vous avez des doutes. En tout cas j'ai envie de vous dire de prendre le temps d'y réfléchir à tête reposée, il n'y a pas de rush à avoir à ce moment-là. Et enfin le dernier point que j'avais envie d'aborder dans la cinquantaine et qui est souvent sous-estimé je trouve, c'est la santé. On n'a peut-être pas forcément envie de l'entendre, mais la réalité c'est qu'on prend de l'âge et que c'est le moment où nos habitudes de vie ont potentiellement le plus d'impact sur notre santé dans les années à venir. En améliorant des choses simples, par exemple l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, on peut vraiment améliorer notre espérance de vie en bonne santé, et j'insiste sur ce point-là parce que c'est vraiment ça qui compte réellement. Accumuler du capital n'a de sens que si on est capable d'en profiter correctement. En tout cas, c'est ma vision des choses. On passe enfin à la dernière tranche d'âge avant notre retraite, la soixantaine. Ça y est, pour beaucoup d'entre vous, ça va être le moment de choisir votre date de départ à la retraite et la façon dont vous souhaitez vous y prendre. Est-ce que vous voulez une retraite anticipée? Est-ce que l'âge légal vous convient? Ou est-ce qu'au contraire vous voulez travailler quelques années supplémentaires? Et là, je vais vous partager une réflexion qui est très personnelle à ce sujet, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'on peut très facilement être tenté de se dire que travailler une année supplémentaire, finalement, ça représente pas grand-chose à l'échelle d'une vie, alors que ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. Vous êtes sûrement dans une situation professionnelle qui est confortable, vous savez faire votre travail, vous avez peut-être encore de l'énergie et du peps, et en plus de ça, ce serait une année supplémentaire où vous laisseriez fructifier vos investissements encore un peu. Mais entre nous, la vraie question que je me pose, c'est à quel moment est-ce qu'il faut arrêter d'en vouloir toujours plus? Qu'est-ce que ce gain financier d'une année supplémentaire représenterait réellement pour nous? Est-ce que ça améliorerait déjà vraiment beaucoup notre confort de vie, et est-ce que ça nous rendrait finalement plus heureux? Est-ce qu'on préférerait pas avoir moins d'argent, mais en contrepartie plus de temps pour, pourquoi pas, s'occuper de nos enfants, de nos petits-enfants, de faire des voyages, faire finalement toutes ces choses qu'on n'a pas pu faire avant à cause du travail? En fait, je pense que le temps, à ce moment-là de notre vie, devient plus important que l'argent s'il ne l'était pas déjà avant. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le sujet de l'âge de départ en retraite. Il y a aussi d'autres questions qui se posent, notamment par rapport à la dimension sociale du travail. On n'en parle pas suffisamment, mais je pense que pour certains d'entre vous, ça doit pas être facile de se dire que vous allez arrêter de faire le travail que vous avez fait toute votre vie. Donc il y a vraiment, je pense, beaucoup de questions à se poser. En tout cas, une fois que vous avez pris votre décision, il est temps d'organiser concrètement votre sortie. Et là, je vais être très honnête, en fonction de votre âge, des enveloppes que vous avez choisies, de vos investissements, des montants, il y a énormément de possibilités et c'est très compliqué pour moi de faire une généralité. Ou alors je pense qu'il faudrait que je fasse carrément une vidéo dédiée aux stratégies d'optimisation de sortie. Par exemple, si on prend le plan d'épargne retraite, votre capital peut être récupéré sous la forme d'une rente, sous la forme d'un capital ou d'un mélange entre les deux. Mais il faut aussi réfléchir à l'ordre dans lequel vous souhaitez utiliser vos différentes enveloppes. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'idée principale, c'est de déterminer exactement le montant qu'il vous faut pour compléter votre pension de retraite. Donc vous déterminez vos besoins mensuels et vous retirez uniquement ce dont vous avez besoin chaque mois. Et l'ensemble de votre capital, lui, continue de travailler sur vos enveloppes. En fait, c'est comme ça que vous allez maintenir la poule aux œufs d'or. C'est une métaphore que j'avais déjà utilisée dans une précédente vidéo et je vous la mettrai juste ici. Et de la même manière qu'il n'y a pas de bon moment pour commencer à investir, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour sortir des marchés. L'idée n'est pas d'attendre que les marchés remontent ou au contraire d'essayer de sortir avant une baisse. C'est très tentant de se dire ça, on est bien d'accord, mais n'oubliez pas qu'on ne peut jamais prédire avec certitude l'avenir des marchés financiers. Le bon moment, je pense que c'est surtout celui qui correspond le mieux à votre situation personnelle, à vos besoins et surtout à votre projet de vie. Je pense sincèrement que votre stratégie de sortie doit être constituée autour de ça et pas d'une tentative d'anticipation des marchés. Bref, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile surtout, peu importe votre parcours et où vous en êtes dans votre vie actuellement. Je sais que pour certains, investir demande énormément d'efforts parce que vous n'êtes pas forcément dans une situation
situation professionnelle qui est confortable. Sachez que j'ai quand même une petite pensée pour vous si vous êtes dans ce cas-là et je vous souhaite vraiment de trouver le moyen de vous en sortir. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on avance chacun à notre rythme et qu'il n'y a pas de comparaison à avoir les uns avec les autres. Et le message central de cette vidéo, c'est surtout de comprendre que préparer sa retraite, c'est pas juste accumuler de l'argent, mais c'est surtout se donner des options, se dire qu'on a le choix de dépendre ou non du système, de partir éventuellement plus tôt et de pouvoir choisir quand et comment s'arrêter de travailler. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail et que vous souhaitez voir d'autres contenus en investissement, en finance, en entrepreneuriat. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.